Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ainsi donc, il a eu beau s'indigner jadis qu'une journaliste du service public puisse lui poser la question de son implication dans de sombres histoires de transfert de fonds entre la Libye et la France, qui aurait pu financer sa campagne présidentielle de 2007, affaire qui, entre parenthèses, sera prochainement jugée. Nicolas Sarkozy vient d'être rattrapé une deuxième fois par la justice. Après l'affaire dite des écoutes, jugée en mars dernier, 3 ans de prison, dont 1 année ferme pour corruption et trafic d'influence, rien que ça. C'est maintenant celle de l'explosion de ses comptes de campagne de 2012, 42 millions au lieu des 22 millions autorisés, là aussi c'est pas une paille, qui revient donc à la figure de notre ancien président. Cette explosion répréhensible des coûts de sa campagne de 2012 s'accompagnant de l'élaboration d'un système de fausses factures afin de tenter de masquer ses dérapages. En vain apparemment. Cette fois, il est condamné pour financement illégal de campagne électorale et il s'est vu infliger, notre Nicolas Sarkozy national, hier 1 an de prison ferme. Et au-delà de ces jugements, pas encore définitifs, puisque Nicolas Sarkozy a déjà fait appel pour les 2 affaires le concernant, c'est la réaction du monde politique qui interroge et indigne. Attaque en règle des juges et du tribunal pour des sanctions qui sont jugées disproportionnées dans le meilleur des cas, injustes, choquantes, aussi inhabituelles qu'exorbitantes dans le pire. Il est vrai que jusqu'à présent et jusqu'au jugement d'hier, la plupart des faits de surfacturation électorale avaient soigneusement été planqués sous le tapis, voire exonérés de sanctions par le Conseil constitutionnel. Souvenons-nous du cas Chirac en 1995, que l'on a découvert il y a peu au vu du déclassement des archives de ce même Conseil constitutionnel, et il s'est avéré, après lecture de ces archives, qu'effectivement, le Conseil constitutionnel avait déclaré valide les comptes de campagne de Chirac, tout en sachant pertinemment que ça n'était pas le cas, mais que s'il l'avait fait, le président aurait été peut-être menacé de sanctions et de démission. Et pendant que la droite donc se lamente sur l'honneur bafoué du premier ex-président condamné en première instance dans 2 affaires distinctes, ça vaut peut-être le livre des records, ça, les précaires, les intermittents et les intérimaires s'apprêtent, eux, à voir leurs revenus amputés en moyenne de 24% avec la mise en place du nouveau calcul des indemnités chômage, voulu, je vous le rappelle, par Jupiter lui-même. Nouveau système de calcul effectif dès aujourd'hui, en attendant une nouvelle décision du Conseil d'État, peut-être, qui vient d'être sollicitée par les syndicats des salariés. Conseil d'État qui avait déjà toqué cette réforme de l'assurance chômage en juin dernier. On peut espérer qu'il le refasse prochainement. Il faut dire qu'en incluant dans le calcul du salaire journalier de référence tous les jours du mois travaillés ou pas, et cela pendant 24 mois, alors qu'actuellement seuls les jours travaillés étaient pris en compte, les indemnités chômage vont être moins favorables aux demandeurs d'emploi qui alternent périodes de travail et de non-travail, comme les intermittents, les intérimaires et autres précaires. D'après l'UNEDIC, la mesure touchera 37% des allocataires actuels au chômage, soit environ 840 000 personnes, pour une diminution en moyenne donc de 24%, et donc une économie de 2,5 milliards par an. Économie qui, n'en doutons pas, participera au grand ruissellement maintes fois promis et annoncé par Jupiter. On peut y croire. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse saison 33.
réalisé ce soir par Marc Lazaro. On parle ce soir de Jazz sur son 31, édition 2021, avec son programmateur Soufiane Jaffer. On parle également du retour des Freddy Taquin au Taquin avec Claire Dabos. On parle également de Jazz Bizarre avec Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission. Et puis également de cinéma foutraque et décalé avec notre bon professeur Thibaut qui ne va pas tarder à arriver dans ce studio. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Membre majeur de la scène slam toulousaine, animateur de scènes ouvertes connu sous le joli nom de l'école du Maghré d'Argent, Seb Seb est sur le point de publier un nouvel album, Le Zèbre, qui se fait l'écho d'un spectacle qu'il avait créé l'année dernière en janvier à l'Espace Job. À noter que Seb Seb jouera sur la scène du Pavillon République dans la cour du conseil départemental le 20 novembre prochain et qu'il sera le 12 novembre également prochain à ce micro. Seb Seb, on le retrouve tout de suite. Le Zèbre, premier single extrait de cet album éponyme, album qui sortira le 7 octobre prochain. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. De la peinture des zébrures, mais blanc sur blanc, tu vois. On n'est pas pareil, c'est pour ça qu'on est des milliards. L'intime sensation d'être différent, de pas vraiment coller à ce qu'attendent les gens, se tenir tout le temps pour agir normalement, et bien sentir pourtant que c'est pas suffisant. Comprendre tellement bien tout leur putain de travers, voir en fluo l'endroit et ce qui tourne à l'envers, les étranges paradoxes de cet univers. Dans les si belles raies de notre pelage fier, marque de leur faire zébrer. C'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Zébrés. Et peut-être que c'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Touche du doigt les chemins de mon esprit. Le tour du monde de moi-même, ça fait que je te suis. Je comprends et j'apprends ce que tu es, ce que tu vis. Puisque chaque état que tu as, je l'ai senti aussi. C'est mon incontournable réalité. Hypersensibilité, trop de choses captées. Le seul truc qui me sauve, c'est de le raconter. Si je me tais, je perds ma vie, ma personnalité siphonnée et zébrée. Hey, c'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Zébrés. C'est vrai. Salut les amis, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Les idées sont usées aussitôt qu'elles sont nées, c'est la vérité crue. En mouvement perpétuel, les principes et les règles vont toutes mourir, t'as eu? La vie c'est d'en changer car s'accrocher à ces vieilles idées ça tue. Je répète, la vie c'est d'en changer car s'accrocher à ces vieilles idées ça tue. Normal de faire l'autruche si on est indompté, pas partager leur vue sur la société, sur l'amour et de toute façon la vérité. Entre ce que les gens disent et ce qu'ils croient vraiment penser. Y a encore ceux qui le pensent vraiment et la plupart du temps même pour eux ça reste encore un grand mystère à percer. Des enfants sans parents car vivants ou pas ils sont domestiqués. Mais rassure-toi je t'en prie te tue pas car t'es pas si seul que ça, non je le sais tu n'as pas craqué. J'y ai pensé ça ira si tu veux t'y risquer. Réveille-toi, ranime-le, de toute façon c'est truqué. Incompris, fourvoyé, vis comme tu es mon ami sans pression. Dans l'erreur, dans le risque audacieux et brouillon. Saute dans tes vrais désirs en conservant tes vraies protections. Oublie vie le présent, ta vraie actualité, tes propres informations. Ils sont des numéros, tatoués partout sur le corps.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Vous êtes toujours sur Campus FM à l'écoute de Caramel Mou. Et puis, si tout va bien, eh bien, Caramel Mou et l'ensemble de la population toulousaine et de la population haut-garonnaise pourra suivre et pourra vivre la 35e édition de Jazz sur son 31 du 6 au 17 octobre prochain. 60 concerts et événements, 11 jours de festival, 400 musiciens environ sur le pont. Soufiane Jaffer, un festival qui finalement, au fil des ans, est devenu une grosse machine. Oh, je pense qu'il a toujours été. Là, ça fait la 35e, comme tu me l'as dit. Et donc, une grosse machine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une grosse machine. Ah ben, c'est 60 événements, 400 musiciens qui vont être payés par l'organisation. C'est ça, une grosse machine. D'accord, donc la petite machine, c'est ceux qui jouent mais qui ne sont pas payés, en fait. Non, la petite machine, c'est le festival où il paie que 15 musiciens. D'accord. Voilà, non, en fait, non, mais au fil des ans, bien sûr. Donc, je tenais aussi à préciser que je n'étais pas l'unique programmateur, puisqu'on est deux, avec Philippe Léauger. Et non, en fait, l'idée, elle est toujours la même, hein, c'est de pouvoir avoir un équilibre stylistique et un équilibre sur les territoires. Donc forcément, en fait, on est sollicité, il faut que nous aussi, on réponde à certaines demandes. Et il y a une scène locale à défendre, il y a des acteurs locaux à défendre, donc voilà. Ouais, j'allais dire, troisième niveau d'équilibre, justement, entre les musiciens qui viennent de l'extérieur et la scène toulousaine, qui quasiment depuis le début de ce festival, c'était en 87, si je me souviens bien, a toujours été dans les intérêts et dans les préoccupations des programmateurs qui se sont succédés à Jazz sur 131. De toute manière, c'est la colonne vertébrale. Hein. C'est-à-dire que nous, c'est vrai il y a des artistes internationaux, nationaux, locaux. On fait pas trop la différence. C'est-à-dire qu'on crée pas des cases exprès, mais c'est vrai qu'on les défend. Ouais. Et c'est normal. Avec cette année, une couleur qui est un peu marquée, j'allais dire Soul. Oui. Voulu, pas voulu, le fait du hasard, ou c'était vraiment quand même une idée de départ? Alors si je peux rassurer vos auditeurs, on ne fait pas une espèce de chapeau avec des cases et puis on sort un petit papier avec marqué Soul Music. Non, c'est en fait l'idée depuis quelques années, c'est d'avoir un focus, parce que ça reste quand même un festival de jazz, je tenais à le préciser, et on fait un focus sur un style ou deux qui sont, on va dire, à la cousins lointains, cousins proches. Donc c'est vrai que sur certaines éditions, il y avait du jazz oriental. Donc c'est vrai que du moins, on a fait découvrir à certains que le jazz était aussi au niveau de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Il y a eu du jazz africain qu'on n'a pas pu défendre jusqu'au bout, parce que l'année dernière, vous le savez tous, on l'a tous subi. Il y avait une crise sanitaire qui s'est malheureusement toujours pas terminé, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes africains qui n'ont pas pu venir, et cette année c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle quand même avec Philippe de la Soul Music, et c'est vrai que cette année on a mis le curseur à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y aura des artistes qui vont jouer, cela va de soi, mais il y aura aussi une conférence, il y aura aussi une diffusion de films, donc on essaye d'avoir un panel assez large pour faire redécouvrir ou découvrir la Soul Music, ce qui était à la source. Bon, après je vais apprendre à personne que ça a été inventé par Ray Charles, mais et puis après il y a eu des albums mythiques, et puis aussi un peu comme l'histoire, je vais la faire courte, mais c'est un peu comme l'histoire du PSG et de l'OM, ou de Blur et d'Oasis. Nous il y avait Stax et Motown, et donc on a essayé de pas faire de différence entre les deux. Et donc c'est vrai que même si je l'avoue, je fais mon coming out, j'adore plus Stax que Motown, comme par hasard, et mais bon, ça surprendra personne. Et donc voilà, en fait on a essayé de faire venir des artistes qui jouent un style, on va dire, qui correspond plus aux années 60-70, et des artistes plus qui correspondent à l'époque actuelle. Bon, on n'a pas réussi à se payer d'Angelo, mais en tous les cas, voilà. Voilà, pour revenir vite fait sur l'histoire de Stax et de Motown, comme les Rolling Stones et les Beatles. Oui, c'est vrai, voilà. Il y avait celle-là aussi. il y avait aussi celle-là. Motown, on va dire que c'était la seule grand public, et Stax qui pouvait se lancer dans des expérimentations. La première étant que c'était le label où des musiciens noirs pouvaient jouer avec des musiciens blancs sur les mêmes instruments et les mêmes micros, et partager les mêmes studios. Et effectivement, juste pour la faire un peu courte,
ouverte par rapport, parce que l'histoire de Stax, elle est assez énorme. Elle s'est pas très bien terminée, mais en tout cas, elle est assez énorme dans sa conception et dans son déroulé. Et une production discographique plutôt riche. Plutôt riche. Si on rappelle rapidement que Stax, c'est Otis Redding, donc Wilson Pickett, Otis Redding, Shaft, avec, j'ai oublié le nom, donc du musicien majeur qui avait fait la bande originale du film Shaft. Eh bien, Isaac Hayes. Isaac Hayes. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de dualité à l'époque qui, je pense, a dû être créée par des journalistes en manque d'inspiration. Mais c'est vrai que si on recontextualise, Stax était très social, défendait la cause des Noirs américains et avait surtout comme ligne de mire de mélanger. Et en fait, comme tu dis, quoi. Et c'est vrai que tu as raison. Et bizarrement, Stax était tenu par un frère et une sœur, forcément, qui étaient blancs. Et Motown, Berry Gordy, qui était noir. Et voilà. En fait, comme quoi. Comme quoi. Et en plus, Stax, placé dans le sud des États-Unis, qui à cette époque-là était encore très ségrégationniste. Ouais, Memphis, c'est vrai que c'est pas terrible en termes de respect de droit. Voilà, donc tout ça pour parler de la soul. 2-3 minutes de plus sur ce style, comment vous le définiriez? Et comment vous définiriez son apport dans le jazz? Son apport dans le jazz, on va dire c'est plutôt le contraire. C'est l'apport du jazz dans la soul music, avec l'introduction des cuivres et aussi de cette manière un peu de construction de titres qui était un peu syncopée, etc., où il y avait cette richesse. Et en fait, disons que le jazz a fait sortir la soul de sa platitude et lui a rajouté quand même beaucoup de formes. Et après, bon, j'apprends rien à personne. Le jazz est un des styles de musique les plus riches. C'est un des styles de musique qui se mélange le plus avec d'autres styles de musique et qui n'a, dès le départ, donc depuis un siècle, est sorti très très vite des carcans de la case liée à un style de musique. Donc les musiciens de jazz, c'est ceux qui se mélangent le plus, même si je déteste quand même créer une espèce d'hierarchisation de style de musique. Je suis pas trop connu pour ça, mais c'est vrai que ça a amené aussi une musicalité qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque et puis chez certains surtout, mais vu que ça a commencé avec un des plus grands musiciens qui est Ray Charles, et ça a suivi avec Stevie Wonder, etc., donc forcément c'était quand même le haut du panier. C'est vrai que vous êtes programmateur à Jazz sur 131, vous le rappeliez, pas le seul, mais vous êtes quand même arrivé sur ce festival il y a à peu près 5 ans, on va dire 3 ans. 3 ans. Alors je dois prendre beaucoup de place. Ouais, d'accord, ça doit être ça. C'est vrai qu'on commence à avoir peut-être une direction que vous avez envie de faire reprendre à ce festival, où effectivement les apports, comment le jazz a pu se confronter à d'autres cultures. Vous parliez de l'édition d'il y a 2 ans où il y avait la musique orientale qui était confrontée au jazz. Cette année, c'est le soul, et on a l'impression que c'est aussi vos options pour ce festival-là, essayer de faire découvrir les mélanges de cette musique, et qui fait qu'actuellement, on ne parle pas de jazz, on parle des jazz, mais il n'y a pas de définition unique de cette musique. Disons que c'est déjà très dur à définir le jazz, et puis même les autres styles, il y a d'autres styles aussi. Je mets au défi quelqu'un de définir la musique concrète, par exemple, mais en fait on se sert de la richesse du jazz pour essayer d'amener sur la multitude de spectacles. Il y en a quand même 59 et pas 60, puisqu'il y en a un qui est annulé. Donc je reprécise, Nubian Twist et Dredon Sensible malheureusement ne pourront pas jouer au Bikini, puisque Nubian a annulé toute sa tournée. Et c'est Dredon qui en fait les frais, et on en est très triste pour eux. Ouais, mais comme je leur ai dit au téléphone, ils joueront sur l'édition 2022. Oh, bon. Voilà, quoi qu'il arrive. Même s'il y a un seul concert sur tout le festival, donc ça s'appellera plus un festival mais une soirée, mais en tout cas il y aura Dredon. Non, mais pour revenir à la question, l'idée c'est que sur les 60 concerts, il y en a au moins plus de 40 qui sont jazz et estampillés jazz, et l'idée c'est que chaque année on puisse aller chercher des artistes qui sont plus dans un style hybride. Donc c'est pour ça que cette année il n'y a pas que la soul, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Sax Machine qui mélange hip-hop et jazz, qui jouera à l'Espace Roguet. Oui, il y a Youssef Dafer qui... c'est Dafer Youssef. C'est Dafer Youssef qui est plutôt, lui, sur des tranches orientales. Ah oui, non, lui, c'est vraiment du jazz oriental. En fait, l'idée, c'est de faire... Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais là, cette année, il y a 5-6 spectacles qui sont autour de la soul, donc c'est fort possible que l'année prochaine, on en retrouve 1 ou 2. C'est-à-dire, c'est d'introduire petit à petit des styles qui se marient très bien avec cette musique-là. Mais l'ADN et la colonne vertébrale restent bien sûr jazz. Bon, on va écouter tout de suite un morceau
tirés de cette programmation. Deux mots sur le morceau que vous avez choisi, puisque évidemment, avec ma balourdise proverbiale, j'avais choisi le groupe qui a été annulé. Donc peut-être c'est pas la peine de les écouter, on verra plus tard. Et du coup, c'est vous qui avez choisi le morceau qu'on va écouter tout de suite. Deux mots sur ce groupe. En fait, c'est un artiste français qui vit en Angleterre, qui s'appelle Fred Arnold Entep, qui est un DJ. En fait, il a été plus connu comme DJ de house music que comme musicien, mais sauf, et c'est très bien, c'est un super pianiste. Et donc, il a son projet solo qui s'appelle Noy Graphique, et quand il joue dans sa formule jazz, et ça s'appelle Noy Graphique Ensemble. Ouais. Et donc, il vit en Angleterre depuis des années, et donc là, c'est vraiment une composition classique avec sax, trompette, basse, batterie, piano, donc c'est pas... Alors je reprécise, il vient pas avec un ordinateur, hein. Il va vraiment jouer. Et donc c'est des titres qui sont très aériens et avec toute cette culture anglaise, parce que la scène anglaise a un peu cette particularité, c'est de mixer dans le jazz vraiment, que ce soit la drum and bass, que ce soit le hip-hop, que ce soit la soul. En fait, ils ont attendu personne, hein. Eux, ça fait déjà 30 ans qu'ils le font. Et c'est vrai qu'on avait commencé il y a 3 ans à aller chercher cette scène anglaise, qu'on continuera encore, hein, parce qu'il y a pléthore d'artistes qu'on aimerait faire. Et dans un que j'adore mais qu'on n'arrivera jamais à faire, tu sais, ça arrive des fois des artistes où tu passes des années à essayer de les faire. Moi j'en ai un en particulier, c'est Curtis, pas Mansfield mais Harding. Oui. Curtis Harding, j'ai dû faire je ne sais combien d'offres et j'ai dû recevoir je ne sais combien de confirmations pour qu'ils ne viennent pas à la fin. Et il y a 3 ans on avait fait, en fait je voulais faire Kamel Williams, qui a fait pour moi l'album majeur qui a fait découvrir la scène anglaise au monde entier, qui s'appelle Youssouf Kamel. Et donc du coup je l'avais remplacé par Youssef Dice qui est l'autre partie. Et donc voilà, donc petit à petit en fait on essaye chaque année d'introduire un peu cette scène anglaise qui me semble très riche. Voilà. Scène anglaise qu'on avait commencé à découvrir au début des années 90 avec l'acid jazz et Gilles Petersen qui sortait des compilations de tout ce foisonnement de mélange de jazz avec toutes les musiques urbaines de l'époque. Musique qu'on écoutait tout le temps et sur campus, puisque je crois que c'était la radio qui en diffusait le plus à ce moment-là. Rappelez le nom de l'artiste qu'on écoute et puis surtout à quel endroit il joue. Alors, donc le nom c'est Noy Graphique Ensemble. Il joue au Pavillon République, c'est le samedi 9 à 20h30. Je vous rappelle que le Pavillon République, c'est le nom que l'on donne au chapiteau qui est installé dans la cour centrale du conseil départemental. Allez, on écoute cet artiste-là et on se retrouve juste après.
Voilà, on revient avec Soufiane Jaffer pour Jazz sur son 31 et nous ont rejoint Jean-Pierre Lérac, également Claire Dabos. Jean-Pierre Lérac, pour une fois, ne sera pas là comme spécialiste du jazz bizarre, mais comme tenant d'une programmation, un pavé dans le jazz, dans laquelle intervient également Claire, mais Claire viendra aussi nous parler d'un événement qui recommence ce dimanche, les interventions de Freddy Moraison au Taquin, ça s'appelle Freddy Taquine, mais justement ces deux personnes-là sont avec vous ce soir, Soufiane, pour parler aussi de notre aspect de Jazz sur son 31, c'est ce travail de collaboration qui est fait depuis quelques années entre des structures, des salles qui sont intégrées et qui intègrent des éléments de programmation dans la programmation générale de Jazz sur son 31. C'était quoi? C'était parce que vous manquiez d'idées ou c'était une façon de soutenir les intervenants locaux? Allez, la question est un peu biaisée, je connais la réponse. Si je dis qu'on a manqué d'idées, ça voudrait dire que nos partenaires n'en ont pas plus que nous, parce que ça voudrait dire aussi qu'eux aussi viennent vers nous parce qu'ils n'ont pas d'idées. C'est pas le cas. Encore une fois, c'est la même démarche qu'avec les artistes, c'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui ont la possibilité d'aller sur des esthétiques que nous, on sait pas qu'on n'ira pas, mais qu'on n'aura peut-être pas l'idée de le faire, et en tout cas pas là. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un maillage territorial. Donc c'est exactement la même démarche qu'avec les artistes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec le maximum de gens possible. C'est vrai que cette année, on aurait dû, comme l'année dernière, mais on l'a pas pu l'année dernière, mais là, comme l'année d'avant, en 2019, travailler avec Barbare, avec le collectif, pour faire des concerts dans les bars, mais c'était tellement ambitieux vu la situation sanitaire qu'on a décidé cette année de le repousser en fait à l'année prochaine. Mais l'idée, voilà, encore une fois, c'est Toulouse et sa région et son département est très riche. Donc servons-nous de ça. C'est vrai que vous le dites là, il y a quelques années, l'histoire de Jazz sur son 31 est suffisamment longue pour qu'effectivement il y ait eu des évolutions dans les pratiques. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, le reproche qui était fait à Jazz sur son 31, c'est d'être le moment du jazz dans la ville et dans le département, et qu'à partir de là, il y avait peu de choses qui étaient faites autour du jazz et des musiques affilié juste après Jazz sur son 31. C'est vrai que depuis une vingtaine d'années, je le rappelle, le festival en est à sa 37e édition, depuis une dizaine d'années, justement par le biais de ces collaborations, de l'intégration d'un certain nombre de salles, mais aussi d'un certain nombre de structures comme un pavé dans le jazz, mais il y en a d'autres. Ça a permis aussi à des structures peut-être d'avoir une reconnaissance, de prendre leur marque, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides du département. En fait, ça vient aussi surtout de la politique volontariste du conseil départemental, d'aider les structures, du moins d'aider les acteurs. Si on reprend, même si c'est pas ma partie, mais en tout cas je peux le dire parce que je connais les dossiers, pendant la crise sanitaire, c'est une des collectivités qui a le plus aidé les acteurs culturels. Nous, on essaie toujours de défendre la culture. Il suffit d'écouter les discours du président, il n'y a pas un discours qui ne se termine pas avec une citation d'un auteur. Oui, là, ça peut être un gimmick aussi. Non, pas du tout. C'est quelqu'un de très cultivé. Et c'est vrai que ce travail-là, donc Jean-Pierre Lérac est là pour peut-être en parler aussi. Le partenariat d'un pavé dans le jazz avec Jazz 631 est déjà un peu ancien. C'est-à-dire, c'est pas très ancien, ça fait 4 ans maintenant, je crois. 4 ans, mais on avait déjà essayé plusieurs fois, mais c'était assez compliqué, parce que c'est vrai que c'est pas le même fonctionnement. Donc maintenant, ça fait 4 ans qu'on a vraiment établi ce partenariat. Pour nous, c'est carrément un plus à beaucoup de niveaux. Les avantages qu'on a, c'est, d'une part, pour nous, c'est très important d'être intégré, que nos concerts soient intégrés dans la programmation du Jazz 631. Parce que c'est vrai qu'il y a une lisibilité que nous, on ne peut pas avoir. Forcément, au niveau, il y a une force de communication, évidemment, et tout ça, c'est super pour nous de pouvoir être intégrés. Ça permet d'avoir une plus grande lisibilité.
L'autre raison qui est importante aussi, c'est de croiser les publics. Ça, on n'en parlera jamais assez. Mais c'est vrai que, comme disait Sofiane, c'est vrai nous, on est quand même sur une niche quand même dans la musique jazz, sur des musiques expérimentales. Et ça permet justement pour certains publics comme ça de venir quand même essayer de voir ce que c'est que ce jazz-là. Parce que l'autre raison aussi, c'est un petit peu ça. Il y a derrière ces musiques expérimentales des choses qui font un peu peur aux gens, souvent injustement. Donc ça permet aussi de voir que finalement on n'est pas si barbare que ça. Et finalement, Jazz sur 131 est un peu un label fédérateur. Tout à fait. Et donc ça permet au festival d'avoir cette petite couleur à un moment donné un peu plus expérimentale, on va dire. Et puis pour nous, c'est une manière peut-être d'aller toucher d'autres publics. Donc c'est hyper important. Avec quel invité, donc, pour le coup, cette année, puisque dans ces cas-là, lorsque, par exemple, Jean-Pierre Lérac et l'équipe d'un pavé dans le jazz vous proposent les artistes qu'ils souhaiteraient voir intervenir dans Jazz sur 131, c'est quoi ? Il y a un travail ensemble, c'est vous choisissez qui vous voulez et vous avez carte blanche, ou c'est un travail de négociation ? On le fait à Shifumi, en fait. C'est un petit peu les deux. Non, je comprends pourquoi tous les vendredis, ils s'entraînent ici. Voilà. D'accord. Non, plus sérieusement. Je croyais qu'il était resté très, très grand garçon. Il y a une concertation, c'est différent. Oui, non, plus sérieusement, il y a une discussion en fait. En fait, le lien qu'on a, c'est qu'on aime la musique. Donc déjà, on part sur de bonnes bases. Après, eux, ils nous font des propositions, nous, on en fait aussi. Et après, on essaie de trouver un compromis. Là, c'est vrai que cette année, ils ont prononcé le mot des percussions de Strasbourg. Du coup, j'ai dit OK, parce que c'est un travail qui m'a toujours intéressé. J'ai assez torturé ma mère en train d'écouter Xenakis. Donc torturé bien sûr de manière auditive. Mais évidemment, voilà. et pour son bien, évidemment. Bien sûr, pour son bien. Donc je vous laisse imaginer adolescent en train d'écouter Schaffer, Pierre-Henry et Xenakis dans sa chambre. Donc elle a cru que son fils était... Oui, à fond les balais, bien entendu. Voilà, elle a cru que son fils allait rater sa life. Bon, la preuve c'est que 40 ans après j'en parle, du moins 30 ans plutôt. 30 ans après j'en parle et donc voilà, pour revenir à la conception, c'est ça, c'est une discussion ouverte, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que en fait pour moi la limite elle est vraiment très mince quoi, c'est-à-dire que l'idée c'est encore une fois de trouver les artistes qui peuvent correspondre à un moment donné sur un projet, à pouvoir faire écouter cette musique-là à des gens qui ne seraient pas venus en fait au premier abord. Donc là c'est vrai avec le projet donc d'Anthony Laguerre et des percussions, c'est parfait. Je crois que c'est ce travail qu'on a fait depuis le début. On a quand même essayé, nous aussi, de notre côté, de faire, quand il parle de juste milieu, mais c'est vrai qu'on essaie de programmer des concerts qui font partie des musiques qu'on défend, mais peut-être pas parmi les plus, celles qui pourraient faire un petit choc comme ça. Donc on essaie de trouver des artistes justement, qui peuvent justement toucher un plus large public que le nôtre sur des concerts où on peut aller plus loin dans les expérimentations. Et pour nous, c'est important, c'est intérêt, mais avec des artistes qu'on assume complètement. Je ne sais pas si Claire peut... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours un enjeu de réfléchir à cette soirée en partenariat avec le festival où, comme dit Jean-Pierre, on est complètement à assumer les choix qu'on fait, mais en même temps avec une idée d'ouverture, d'être plus dans une démarche de fédérer des publics qui ont peu l'habitude de venir à nos concerts. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une autre façon de programmer, mais qu'on aime bien. Et je pense que cette année, le choix est particulièrement réussi, je trouve. Ouais, on en parle 2 minutes. Louis Laguerre et les percussions de Strasbourg. Anthony Laguerre et les percussions de Strasbourg. Alors moi, je vais laisser parler Claire, parce qu'elle a un avantage sur moi, sur ce groupe, c'est qu'elle l'a vu jouer, elle a vu la création à Mulhouse. Nous dire pourquoi aussi on parle juste au niveau d'Anthony Laguerre. C'est vrai que chaque année, notre travail aussi, c'est d'aller chercher des nouveaux musiciens. Partout, il y a de la chance, chaque année, on découvre des nouveaux musiciens. Et parmi ces musiciens, il y a toujours des gens qui on ne sait pas d'où ils arrivent, ils ont des choses un petit peu en plus dans la création. Ils vont plus loin que les autres. Chaque année, il y a un artiste comme ça qui est un peu exceptionnel. Et voilà, ça a été Timothée Kos l'année dernière qui avait tout d'un coup explosé. C'est quelqu'un qui a quelque chose en plus, quoi.
Et je crois que c'est Anthony Laguerre, par exemple. C'est des musiciens comme ça qui nous étonnent d'entrée parce qu'ils ont un univers qu'on ne connaissait pas, quoi. Ils ont vraiment un univers bien à eux. Là, son travail sur les percussions amplifiées, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Donc c'est vrai que ce musicien, on l'avait repéré, et c'est vrai que ce projet que nous a proposé Sophie Bernard, c'était quand même une occasion, en plus, à les percussions de Strasbourg. Oui, voilà, parce que quand même, il y a 2 mots sur les percussions de Strasbourg. Si Anthony Laguerre est un musicien qui arrive, les percussions de Strasbourg en tant que formation est une très vieille formation. 2 mots sur ce collectif de percussionnistes. C'est vraiment un ensemble de percussions contemporaines assez mythiques qui existent depuis 30 ou 40 ans aussi, je ne sais pas depuis combien de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre cet ensemble et le travail d'Anthony. Anthony, ce qui, je pense, est utile de préciser, c'est vraiment un garçon qui vient vraiment du rock, de la musique actuelle, du son, du gros son. Au départ, il était ingénieur du son. On l'a vu déjà à Toulouse il y a quelques années dans un groupe qui s'appelait Filia Mozza, un groupe de Nancy qui a pas mal circulé, notamment avec l'ancien chanteur de The X. Et plus récemment avec Jérôme Nottinger dans le cadre de magnifiques concerts, dans le cadre de Baignade Sauvage aussi. Mais là, par rapport au projet avec Anthony, avec les percussions, Anthony vient vraiment là de son origine vraiment liée au rock'n'roll et à la recherche du travail du son et de l'électricité. Il avait d'abord travaillé en solo, un solo de batterie, où il travaillait entre le son minimal acoustique et le son amplifié, un gros son extrêmement puissant. Il a fait toute une recherche là-dessus, sur ses ambivalences, sur ses matières, sur cette recherche vraiment liée au son. Et il a eu envie d'aller plus loin dans ce travail-là. C'est pour ça qu'il a eu envie d'inviter les percussions de Strasbourg. Donc là, en fait, lui, il n'est pas aux percussions lui-même. Il laisse vraiment ça aux mains de l'ensemble. Mais il travaille sur tout un boulot d'électroacoustique où il enregistre les sons des percussions qui sont émis en direct et il les retravaille. Donc il y a tout un aller-retour entre le son des percussionnistes purs, vraiment acoustiques, naturels, et tout un boulot de boucle, de retransmission, d'épaisseur. Qui sont redistribués là aussi qui sont redistribués en direct. Mais ce que j'ai vu moi à Météo, ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Météo, le festival de Mulhouse. Le festival de Mulhouse de jazz, musique improvisée, musique expérimentale, donc où ils ont fait la création de ce spectacle. Où il y a vraiment un côté extrêmement physique, extrêmement organique. C'est vraiment une musique qui s'écoute avec le corps. Il y a vraiment, dans le travail d'Anthony, toute une idée sur la transe, sur la montée, sur la puissance, où vraiment, au bout d'un moment, c'est plus le cerveau qui écoute, mais c'est le corps. Et puis de voir aussi, même visuellement, ce set de percussions qui est assez consistant, assez imposant, avec plein de micros que les musiciens balancent aussi au-dessus de leur set. Donc il y a vraiment aussi tout un rapport visuel et puis tout un rapport très corporel. C'est sûr que là, on sera assis au Théâtre du Pavé, mais il y a quand même une façon très organique d'écouter cette musique. Je pense que c'est aussi une chouette façon de faire un pont entre les différentes esthétiques qui sont défendues dans ce festival. On va se faire tout de suite une idée de ce que l'on pourrait écouter donc au Théâtre du Pavé. Jean-Pierre, la date ? Le 12 octobre. Voilà, dans le cadre de Jazz sur 131, Théâtre du Pavé. Myotis, le nom de ce projet d'Anthony Laguerre et donc de 4 musiciens des percussions de Strasbourg.
Voilà, c'était le projet Gnocchis avec Anthony Daguerre aux machines et puis 4 musiciens des percussions de Strasbourg que l'on pourra écouter donc au Théâtre du Pavé le 12 octobre prochain dans le cadre de Jazz sur 131. Jazz sur 131, Soufiane Jaffer qui débutera donc le 6 octobre avec une soirée d'ouverture comme d'habitude au pavillon République sur invitation. Il faut téléphoner. Non, c'est comment qu'on fait ? En fait, on a mis en place un système de retrait gratuit. Ah, d'accord. Et c'est déjà complet. Bon. Voilà. Non, c'est pas la peine. Donc, vous auriez pu voir les frères Belmondo qui vont jouer ce soir-là. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on ne les avait pas vus à Toulouse. C'est peut-être une très bonne idée de les faire revenir. Sur quel projet là ils viennent ? En fait, c'est sur leur projet parce que donc ils jouent tous les deux. Donc j'ai oublié le nom du projet, donc je vais pas dire de conneries. Mais c'est sur un. En fait, là ils ont sorti un album il n'y a pas si longtemps avec Eric Lévigny et donc ils vont venir le défendre. D'accord. Mais j'ai oublié le nom, donc je vais avoir un grand moment de solitude. Non, que tu vas combler de suite. Évidemment, voilà. Puisque l'intéressant aussi, la nouveauté de cette soirée-là, c'est que vous avez rajouté une partie qui va être un hommage à un musicien qui est disparu au mois de juillet à la fin d'un concert qu'il donnait au Café Plume à Lautrec. Benoît Mardon, joueur de guitare, joueur de flamenco, mais pas que, qui s'est frotté aussi aux musiques cubaines, qui allait enregistrer de la musique cubaine avec son frère, avec un Nagra. Ils ont enregistré plein de musiciens cubains dans les années 90, début années 2000. Ils avaient monté un petit label pour diffuser ces musiques-là, des musiques très roots, enregistrées sur le tas. Il y a certains morceaux, on entend les grognements du cochon ou les chants du coq pendant qu'Isabelle Becker ou les formations de jeunes sur, je me souviens plus, la ville dans laquelle ils s'étaient installés sont en train de jouer. On entend des bruits de mobylettes, enfin vraiment des musiques très très roots. Il adorait ça, Benoît Bardon, et c'est vrai que son flamenco était très se confrontait énormément avec ces musiques cubaines. Pourquoi rendre cet hommage-là à ce musicien ? Parce que c'est un musicien qui nous a touchés. Et que nous on a décidé donc de lui rendre hommage. Donc c'est le groupe avec lequel il jouait ce soir-là qui va venir, qui s'appelle Fusion Jazz Project. Il y aura son frère que tu as cité, Renaud, qui sera aux percussions. Donc voilà, c'est la formation complète, hein, batterie, basse, piano, trompette, saxophone. Donc je ne vais pas tous les citer de peur d'en oublier. Et donc l'idée, voilà, c'est quelqu'un qui avait joué dans le cadre du festival 31 notes d'été, qui avait joué dans le cadre du festival Jazz sur 131 il y a quelques années. Son frère avait exposé aussi des photos dans le cadre du festival de jazz, donc il y a une histoire commune. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous a touchés et on a eu voulu, voilà, en fait on voulait lui rendre hommage. Donc ce groupe-là va jouer. Donc comme vous l'avez deviné, c'est le seul soir où il y a deux groupes, c'est parce que ça s'est rajouté, bien sûr. Et donc voilà, donc on va essayer de lui rendre hommage de la plus belle des manières, en jouant sa musique. Et je crois aussi qu'il y a sa maman qui vient, donc ça nous touche encore plus. Donc l'idée, voilà, c'est de faire découvrir en tous les cas sa musique et perpétuer donc sa mémoire. Et musique que l'on est en train d'écouter maintenant, un morceau qui avait été enregistré dans l'émission Caramel Mou, c'était en juin 2005.
Voilà, Benoît Mardon en guitare solo pour Caramel Mousse. C'était en 2005, Benoît Mardon, donc, dont on saluera la mémoire dans le cadre de Jazz sur 131 lors de la soirée d'ouverture de ce festival le 6 octobre prochain. Une édition qui s'est construite facilement par ces temps de pandémie qui n'en finit pas. Donc si j'assemble toutes tes questions depuis le départ, donc on fait une programmation par hasard, on choisit des partenaires parce qu'on n'a pas le choix, et là on bâtit une programmation de la difficulté. Et le miracle, des trucs positifs. Voilà. Et le miracle, c'est que ça fait un festival éclectique et cohérent. C'est quand même assez fabuleux. Non, mais c'est surtout la volonté de faire. Mais on n'est pas les seuls. Hein. C'est tous les acteurs culturels. Tu sais la fameuse phrase chevaucher le tigre, etc. Nous, voilà, tous les acteurs culturels. Maintenant, on est aux zoo, je pense. Donc tout va bien. Donc non, c'est juste, voilà, c'est la richesse de Toulouse qui des fois est malheureusement mal exploitée. C'est la richesse de ces acteurs, de ces artistes on a tous connu l'époque où tout le monde se barrait pour aller faire des choses ailleurs. Maintenant, il y a plein de choses qui se font ici. C'est lié aussi à la volonté du département de défendre des projets de fond et non pas de forme. Et voilà, donc, quand tu assembles tout ça fait une espèce de mayonnaise. Après, c'est comme un gâteau. Hein. En fait, il y a des ingrédients et puis le tout, c'est de les réussir. Ouais. Avec des musiciens des pays étrangers qui ont eu du mal à venir. Je pense aux Américains, je pense... En fait, on a eu du mal sur la partie soul music, parce qu'on voulait faire venir certains artistes. Et après, non, sur la partie jazz, non. En fait, Chris Potter sera là, Melissa Aldana sera là, Kean Arnold sera là. Kenny Garrett sera là. Kenny Garrett qui a la particularité de ne même pas faire une date à Paris, il vient directement à Toulouse. Ah ouais. Donc voilà, donc ça c'est Philippe qui a réussi à avoir cet artiste-là. Kenny Garrett qui a de drôles d'histoires avec Jazz sur 131, c'est pas la première fois qu'il passe. Et il y a eu des après-concerts avec Kenny Garrett dont le Chantaco se souvient encore. Enfin, le Chantaco qui n'existe plus, mais Chantaco, voilà. Là, on est rentré dans la partie archive. Ah, mais complètement. Mais c'est vrai que Kenny Garrett a une longue histoire avec. Oui, il a une longue histoire. Et puis voilà, c'est un musicien mythique, hein, donc je vais pas la refaire parce que vous la connaissez par cœur. Et puis on rappellera simplement que c'est un des derniers saxophonistes de Miles Davis. Voilà, ça situe aussi un peu le personnage. Je pense qu'une fois que tu as dit ça, je pense que tu as tout dit. En fait, c'est les derniers musiciens. Et c'est vrai qu'on s'est bien efforcé à essayer de l'avoir parce que cette année pour la Halograin, on voulait faire un truc vraiment jazz. L'année dernière, c'était Dutron, donc il y avait ce mix entre chanson et jazz manouche. Et donc là, voilà. Et on va essayer, encore une fois, avec lui, de toucher le Graal, comme on dit, en termes d'improvisation. Donc le jazz new-yorkais, tout le monde connaît, hein, c'est quelqu'un qui peut jouer pendant des heures, donc il faudra à un moment donné lui dire qu'il faut qu'on s'arrête, qui improvise vachement et qui raconte une histoire. Donc voilà. Voilà, et si j'ai bien vu le programme, 10 € le concert ? Ouais. C'est ce qui est quand même assez compliqué. Tu vas pas me dire que c'est cher. Ah non, d'accord. Sûrement pas. Je me suis dit. Sûrement pas. Non, mais surtout pour un concert à la Lorraine. Non, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Hein, c'est dans la volonté de notre collectivité de faire en sorte que les citoyens, le public, aient accès à la culture. Voilà. Et que le prix ne soit pas un problème. Donc on rappellera que Anthony Joseph sera également là au pavillon République le 7 octobre, que Dafer Youssef sera lui à Muret le 9, Kenny Garrett donc le 10 à la Logrin, Julien Loureau avec un projet complètement soul, un nouveau projet qu'on va découvrir. Ça va être une de ses premières dates. Voilà, personne le connaît, sera le 13 octobre au Mazade, que Chris Potter, lui aussi immense et historique avec Craig Taborn, pardon. Ouais. Avec Monsieur Craig Taborn. Exactement, le pianiste assez magique. Également, le 14 au pavillon République, qui a ce concert Thierry Esquèche au clavier et Lionel Suarez à l'accordéon autour de Piazzolla. À l'orgue, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Au clavier. Au clavier. Ouais, l'orgue, c'est un clavier. Clavier en fait. Oui, parce que je me posais la question justement, l'orgue Hammond ?
Non, c'est un mini-orgue, donc je pense que Yves Bon, en très parlera bien. mieux que moi, Ouais, mais parfait. c'est un orgue portatif. Portatif, c'est pour ça que Je sais pas comment on l'appelle. C'est pour ça que je disais clavier, parce que je me suis dit tu vas te planter un coup sur deux. Ouais. Ce sera le 15 octobre au Mazad, et donc le festival commence le 6, se termine le 17. Une dizaine de jours autour du jazz à Toulouse. Ne pas louper non plus cette leçon de Saul au taquin qui aura lieu le 16 octobre avec Human Songs, le groupe du chanteur toulousain Cyprien Zeni. Avec ça, il y a de quoi faire un bon festival et voilà, et d'avoir de bons moments à Toulouse. Juste pour se quitter, 2 mots, Claire Dabos, parce que je sais que vous partez rapidement après cette émission. 2 mots sur le retour de Freddy Taquin. On est super content déjà de renouer, puisque toute la saison dernière avait été mise à mal par le contexte. Donc voilà, on relance la saison des Freddy Taquin. Donc dimanche, on accueille Sourdure. Donc le groupe du musicien Ernest Berger, qui travaille vraiment les liens entre musique traditionnelle, musique électronique, une espèce de modernité post je ne sais quoi. Modernité post. C'est un personnage assez étonnant qui on peut comparer à Louis Huberto là, de Bégayer. C'est vraiment des personnages qui inventent, qui jouent la musique traditionnelle et qui inventent des choses incroyables. Ça des bidouilleurs, Et là, ils seront en coplateau avec un projet de Freddy Morizon. Donc, c'est un nouveau duo de Marc Demroux et Nicolas Lafourest. Ce sont tous les deux des musiciens qui jouent ensemble depuis presque 20 ans. Voilà, Nicolas à la guitare et Marc au sax. Voilà, vraiment dans le plus simple appareil. Ils se retrouvent vraiment après avoir travaillé dans Cannibal Évainé ou Star Claqué. Là, ils avaient envie de retourner sur un truc un peu plus intime, où là, ce sont plutôt des reprises qui sont réarrangées par Marc. On retrouve du Tom Waits, du Johnny Cash, du David Bowie, mais dans une espèce d'intimité toute douce. C'est vraiment très joli. Mais ce qui nous plaît aussi, c'est vraiment de renouer cette saison où il y aura pas mal de rendez-vous. Je sais qu'en novembre, c'est encore flou, mais en décembre, on va faire un gros bal pour fêter Noël et faire passer tout ça, là. Et cette fin d'année qui n'arrive pas à se terminer. En tout cas, l'idée, juste en 2 mots, vraiment, les Freddy Taquin, c'est l'occasion pour nous de faire des ponts avec des artistes qui viennent d'ailleurs, avec qui on a des communautés artistiques, de valeurs, de partage, d'envie de partager, et puis de croiser vraiment, pour nous, c'est une expérimentation, de développer des nouvelles envies chez Freddy, des nouveaux partenariats, comme ce duo de Marc et Nicolas. Voilà, l'idée, c'est pas de faire tourner les groupes mythiques de Freddy comme le Tigre ou d'autres, mais d'être vraiment dans la recherche, l'innovation, et les rencontres. La curiosité et les rencontres. Donc voilà, donc ça reprend les Freddy Taquin tous les premiers dimanches du mois, le premier étant le 3 octobre, et c'est dans 2 jours. Oui. Voilà, et bien, écoutez, merci en tout cas d'être venu partager ce micro avec nous. Bon festival. Merci beaucoup, ce fut très agréable. Sofiane Jaffer, et puis j'allais dire à l'année prochaine. C'est vrai aussi que pour vous, le boulot, c'est de préparer déjà 31 notes d'été. Oui, il y a mes collègues qui vont commencer à préparer 31 notes à partir du mois de novembre, et puis nous aussi, on va commencer petit à petit à essayer de trouver ce qu'on peut faire de mieux l'année d'après. Voilà, les 31 notes d'été, l'autre moment musical organisé par le conseil départemental. Merci en tout cas d'être venu à ce micro. À très très bientôt. Et puis on va passer sans musique, sans rien, comme ça, au cinéma. On laissera le prochain morceau de musique pour la rubrique concert. La dernière chronique de cette émission, c'est le cinéma, j'allais dire un peu foutraque, mais essentiel, complètement décalé et nécessaire, avec notre bon professeur Thibaut. Bonsoir. Bonsoir, petite vendeuse de soleil de la FM. C'est long, long à dire en fait, je m'en rends compte. C'est long, mais ça change. Ben oui, ça change. Mais bon, voilà, ce sera peut-être désormais petite vendeuse de soleil, peut-être tout simplement. Voilà, pour les 10 prochaines années. Vous n'en distribuez pas qu'à la FM. Non, j'en distribue un peu partout autour de moi. Le temps est un petit peu couvert aujourd'hui, j'étais un peu déçu. Attendez que je ressorte, ça va s'éclaircir. Ah, écoutez. Alors, j'avais prévu une chronique sur les petits acteurs. Eh ben oui. Alors qui n'étaient pas des nains, mais qui étaient petits. Voilà. C'est par rapport à un courrier lecteur, mais je vous en parlerai. Ouais. Mais alors, bien entendu, j'ai eu une dure semaine et particulièrement une dure journée. Et écoutez, j'ai pas pu préparer cette chronique, mais rassurez-vous, elle arrive très 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 bientôt. Bon. Voilà, avec des
très petits acteurs. Voilà. Ils ne sont pas des nains. Mais voilà, mais des personnages de petite taille. Voilà, tout à fait. Donc, mais bon, alors j'ai quand même préparé un truc dans le métro en venant. Ah ben ouais. J'espère que le métro s'est arrêté, il y a eu une coupure. Non, même écoutez, pas. J'ai eu un voyage normal. 20-25 minutes donc pour préparer. Il fallait aller vite, avec un téléphone portable et tout. C'est pas très simple. Mais il y a plein de choses que je savais déjà de toute façon. Alors voilà. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de western. J'en fais rarement. Ah de oui, western. oui, tout à fait. Très peu. Dieu sait si j'adore le western. J'ai quand même été élevé avec ça. Voilà, c'est une de mes mamelles cinématographiques, si je peux m'exprimer comme ça. Mais alors là, on va parler d'un truc complètement décadent, un vrai produit décadent hollywoodien, comme je les aime. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs. C'est un film qui s'appelle The Deadly Trackers. Ah ben, si vous me dites le titre en français, il y a peut-être des chances que je le connaisse, parce qu'en anglais, ça ne me dit rien. Le titre français est absolument formidable. Ça s'appelle Le shérif ne pardonne pas. Oh, je connais pas, mais le titre, le titre fait peur. Alors voilà, alors c'est marrant parce que ça, le titre déjà va donner un petit indice, parce que ça donne quand même, il y a une petite consonance western spaghetti. Et pourtant, c'est un film américain qui date de 1973 et qui est un film de Barry Shear. Mais il y a un autre réalisateur qui a travaillé sur ce film-là, qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Samuel Fuller. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc le grand Samuel Fuller. Alors, qui n'était pas dans sa meilleure période, pendant les années 70, voilà, il faut bien le dire. D'ailleurs, il était en Europe, il avait réalisé un film pour la télévision, je crois, allemande, un film d'espionnage, qui s'appelait Mort d'un pigeon dans Beethoven Street, voilà, qui est aussi un titre formidable. Donc bref, etc. Et Fuller donc prépare donc son retour. 2-3 films de Fuller pour situer le personnage. Oh, c'est Shock Corridor, le grand Shock Corridor. Il y a aussi l'extraordinaire polar Underground USA, Quand les maraudeurs attaquent. Voilà, qui est un extraordinaire film de guerre. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore? Le film de guerre avec Lee Marvin, qui a quasiment terminé sa carrière là dans les années 80. Après, il est venu tourner en France d'ailleurs. Là aussi, il n'était pas très en forme. C'est des choses que je préfère oublier. En tout cas, voilà, un très très grand réalisateur, très très efficace qui a commencé dans la série B et qui là donc comme 74. Voilà, en 73 prépare son retour aux États-Unis. Il va à nouveau travailler pour Warner. Alors ça, c'est formidable. Donc il écrit un scénario de western. Et alors c'est un petit peu fou parce qu'à l'origine, j'adore les années 70 pour ça, c'est que le projet avait été prévu pour Mick Jagger, Jim Morrison et Juliette Berthaud. Alors on voit qui est Mick Jagger, c'est le chanteur des Rolling Stones. Juliette Berthaud, j'adore. On voit qui est Jim Morrison, qui est le chanteur des Doors. Mais alors Juliette Berthaud, qui était une actrice française. Ouais. Alors voilà, qui avait spécialisée très rive gauche, très théâtre expérimental, très film expérimental. Puis une nouvelle vague. Voilà. Enfin voilà, elle a tourné Out One, je vais y arriver avec Rivette. On va la voir dans Monsieur Klein aussi de Joseph Losey. On la verra dans Week-end de Jean-Luc Godard. Enfin, vous voyez, elle est pas. Et elle faisait partie de très très western. De la bande de Clémenti, voilà, de gens comme ça. Toute cette mouvance-là. Donc, Juliette Berthaud en fait s'est retrouvée effectivement sur ce western. Alors, elle avait été imposée à Samuel Fuller. Par le producteur. Et alors Samuel Fuller, c'est pas très bien entendu avec Juliette Berthaud, c'est pas très bien entendu avec l'acteur principal du film qui est Richard Harris, un homme nommé Cheval. Oui. Voilà, si je dois le rappeler. Bref, tout ça tourne un petit peu en eau de boudin, on va dire, et tellement boudin que Fuller se fait virer au bout d'une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. On lui dit, monsieur, à la vue des rushs, on a vu l'extraordinaire prestation de Juliette Berthaud. Et je dois dire que voilà, elle n'est pas très western, et donc voilà, enfin tout le monde est viré, Fuller est viré, et donc on se retrouve avec une production en panne. Mais c'est le Hollywood des années 70. Tout est possible. Et tout est possible, et c'est ça qui est formidable. Et le Hollywood des années 70, qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit. Il embauche un nouveau metteur en scène, alors qu'il lui vient de la télévision, Barry Shear, qui est un réalisateur un petit peu anecdotique comme ça, qui a fait énormément de séries télé, d'épisodes de séries télé très connus, et qui a fait très peu de films. Donc ce pauvre Barry Shear en fait, qui se retrouve sur ce film-là, du casting original en fait. Donc comme je l'ai dit, c'était Richard Harris qui avait écopé du rôle, parce qu'à Fuller on lui a dit bon, Mick Jagger, Jim Morrison, Sam, faut arrêter les conneries.
on va quand même prendre des vrais acteurs, si tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est assez hallucinant. On ne peut pas se retrouver avec un plateau un petit peu enfumé. Voilà. Donc c'était Richard Harris qui avait écopé du rôle principal. Lui, il reste. Le reste du casting est complètement viré. Et donc arrive donc sur le film donc le fameux donc Rod Taylor. Alors, maintenant l'histoire. Alors l'histoire, elle est très 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 basique. C'est une petite ville américaine. Il y a là un shérif qui ne pardonne pas, mais on ne le sait pas encore, et qui on va dire qu'on imagine bien un shérif un peu progressiste comme ça, mais alors patatras, les brigands débarquent dans la ville, c'est la chienlit là aussi, braquage de banque, la femme du shérif est kidnappée, le gamin du shérif est kidnappé, et bien sûr, ils sont assassinés. Et là, donc, basculement, poursuite, bien évidemment, on arrive jusqu'au Mexique, le shérif, lui, il veut pas lâcher le morceau, poursuit le méchant, ses adjoints et les quelques villageois qu'il avait accompagnés lui disent « Oh là, mon gars, là c'est le Mexique, hein, on sort de la juridiction, nous, on s'en va. » Ok, et donc, ils s'en vont, et le shérif, lui, va aller se venger tranquillement en pays mexicain. Alors là, vous me dites, mais on a un western, somme toute, très, très basique. Très classique. Mais non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné sur ce truc-là. Comme je l'ai dit, le titre sonne Western Spaghetti. C'est un film qui s'est vraiment nourri du Western Spaghetti, mais c'est comme si le réalisateur ou quelqu'un dans la production avait dit « Ah, c'est sympa le Western Spaghetti, ouais, ça frappe fort et tout, ils sont un peu dégueux et tout, c'est un peu miso, c'est un peu violent. Nous, on va tout pousser dans le rouge. » Et là, je dois dire que la mâchoire m'en est tombée. C'est quelque chose de complètement... Et Dieu sait qu'il en faut. Ce film est d'une violence redoutable. Alors, je vais un petit peu spoiler, mais ça vous donnera un petit peu le ton du film, puisque quand ce pauvre petit gamin, donc le fils du shérif qui ne pardonne pas, donc se fait tuer, il se fait piétiner, il se fait fracasser le crâne par les sabots des chevaux. Enfin, c'est absolument terrible. Et c'est montré. Et c'est montré, moi, ça m'a totalement tétanisé. Il y a des coups de feu qui partent des fois dans les parties intimes, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, en plus, avec du sang rouge coloré de cette époque-là. La photo est très moche, mais le sang est très beau. Donc ça rattrape un petit peu, si vous voulez, au niveau de l'esthétique. Bref, c'est une espèce d'enchantement de violence comme ça, décomplexé. Moi, j'adore ça quand c'est très, très, très violent. Surtout que là, on part vraiment dans le grotesque, si vous voulez, quelque part. Ce grotesque, d'ailleurs, qui était là aussi une des mamelles du western spaghetti. On a des choses complètement incongrues. Le méchant, donc, qui est joué par Rod Taylor, qui est complètement incroyable dans le film, a un acolyte donc qui va raconter à un moment donné un petit peu son histoire, ce qu'il lui est arrivé, pourquoi il a perdu sa main. Alors voilà, ça lui est arrivé il y a très très longtemps. Bon, je vous passe les détails. Il a perdu une main, mais alors on a remplacé sa main. Voilà, et il a perdu sa main à côté d'une voie ferrée. Alors pour remplacer la main, qu'est-ce qu'on fait ? On lui a greffer un bout de rail. Ouais, c'est vachement pratique, c'est un peu lourd. Alors c'est un peu lourd, mais c'est très pratique dans les bagarres parce qu'il écrase quelques crânes comme ça avec son rail, vous voyez, ça fait splotch et tout. Enfin, c'est absolument splendide. C'est complètement décadent. C'est un des rares films et un des très rares westerns, si ce n'est le seul. Ça, c'est excessivement drôle. C'est les petites recherches que j'ai fait dans le métro, qui commencent comme un roman photo. C'est-à-dire, vous avez des acteurs figés, comme ça, avec une voix off, voilà, les voix off, comme ça, des acteurs et tout, mais c'est figé, c'est presque comme s'il y avait des bulles, voilà. On se retrouve donc dans un roman photo, dans l'Ouest sauvage. C'est ce qui reste, en fait, du métrage de Samuel Fuller. Samuel Fuller a tourné, donc, 1 semaine, 10 jours, et en fait, ce qu'il a tourné, on en a fait en roman photo. Autre petit détail aussi, complètement saugrenu, mais que j'ai adoré. Alors, je regardais le film, et je me disais, tiens, c'est bizarre, la musique me rappelle quelque chose. Alors je crois que c'est un Frank Steiner ou Fred Steiner qui est crédité au générique en tant que musicien. Mais j'étais là, je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça semble un peu pompé. Eh ben non, c'est pas pompé en fait. Figurez-vous qu'ils avaient tellement plus d'argent à la fin de la production, à force de virer tout le monde, parce que vous savez que quand on vire quelqu'un, il faut quand même le payer un peu. Il y a des indemnités qui tombent. Il y a des indemnités. Alors il y a tellement eu d'indemnités là-dessus que on n'avait plus assez d'argent pour la musique et qu'on est allé chercher la musique de l'Horde sauvage. Tout simplement, qui est donc le célèbre film de Sam Peckinpah, qui a été fait lui en 69, et voilà, donc la musique de Jerry Fielding, qui est vachement bien d'ailleurs, s'est retrouvée dans ce film-là, sans que Fielding ne soit crédité. Mais que par contre un de ses collègues le soit.
et un de ses collègues a été crédité. Alors ça c'est très curieux, mais c'est la magie de Hollywood. hollywoodienne de l'époque. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette bizarrerie hollywoodienne, mais en tout cas c'est vraiment un petit plaisir parce que c'est vraiment un film qui est très 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 incorrect et au-delà de toutes les bêtises que je viens de raconter, moi c'est typiquement le genre de film que j'adore parce que ça donne toujours pareil une vision de la loi très 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 ambiguë. C'est à partir de quand est-ce qu'on franchit la ligne, comment faut-il appliquer la loi, etc. Vous voyez, c'est un débat moi qui me passionne. Et ensuite ce qui me passionne bien évidemment c'est l'incorrection totale de ce film qui serait totalement impossible à produire aujourd'hui. Une vision un petit peu nihiliste du monde. Voilà, donc ça s'appelle Le Shérif ne pardonne pas. The Deadly Trackers. Et c'est trouvable en Blu-ray et en plus il y a des sous-titres français dessus. Il faut le commander un peu loin, ça se commande aux États-Unis, mais je crois que vous pouvez trouver sur des sites en France ou tout ça. Illégalement, vous pouvez le trouver. Illégalement, vous pouvez le trouver. Mais bon, mais pour une fois, achetez-le. Oui, surtout qu'il y a des sous-titres, donc pour une fois, on pourra même le comprendre. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette nouvelle chronique sauvage. Professeur Thibault, on se retrouve la semaine prochaine. On va mettre un peu de musique et je viens vous reparler des concerts de la semaine et on arrêtera là ce caramel mou hebdomadaire. Allez, musique maestro. Huele
Voilà, on vient d'écouter Pahamat en trio avec un morceau Mélodie. Pahamat qui sera ce soir en concert dans le cadre du festival des Tours de Chant. La version décalée du festival des Tours de Chant, puisque d'ordinaire elle se passe en février, sauf que vous savez que cette année il y a eu un petit incident qui a fait que pas mal de festivals ont été annulés, donc ça a été le cas des Tours de Chant. Ils ont remis un certain nombre de concerts à ce mois de septembre, octobre et même novembre à raison d'un par semaine, souvent le samedi. Et donc ce soir le Pahamat Trio, guitare-voix, violon, violoncelle, jouera ce soir les compositions d'un nouveau répertoire que ce guitariste né au Sénégal et ayant passé toute sa vie en France, viennent de monter. Donc ça se passe au Centre culturel Saint-Cyprien, le Chapeau Rouge, Pahamat en trio à partir de 20h30 ce soir. Côté festival, puisque là il y en a encore quelques-uns qui se passent à Toulouse, et bien on va dire que côté festival, c'est la fin des rencontres photographiques de Toulouse, avec sur le site de Manifesto, place Saint-Cyprien, exposition, rencontres, projections et animations pendant tout le week-end. Côté festival, je vous rappelle que Jazz sur Sun 31 commence mercredi prochain, le 6 octobre, et se terminera le 17 octobre, que bientôt Toulouse les Orgues va commencer, que Cine Espagna va commencer. Donc la saison des festivals continue à battre son plein à Toulouse, et c'est pas ça qui va permettre aux embouteillages culturels toulousains de se résorber, puisque en plus il y a les concerts de tous les jours. Et par exemple ce soir à 20h30, il y a du slam avec Seb et qui Kala, Seb que l'on a écouté en début d'émission avec un extrait de son prochain album. Et bien, il sera donc avec Kien Kala à la Fabrique Rouge, le nouveau nom de la MJC d'Ampalo à 20h30. Au Bijou ce soir, chanson avec Tibert en duo guitare violoncelle. À la CAFPO toujours ce soir, flamenco moderne, j'adore ça. Flamenco moderne, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être sans doute vachement bien. D'ailleurs, je vais y aller voir. Je vais ce soir écouter donc ce flamenco moderne qui est amené par le pianiste Jesus Hernandez. C'est peut-être ça moderne, c'est que le flamenco est joué par autre chose que de la guitare. Donc Jesus Hernandez ce soir en trio à la CAFPO. Il sera également là demain soir, toujours à 21h. Donc peut-être un concert à aller essayer ça, Jesus Hernandez en trio. Au Taquin ce soir, un DJ set avec les moments room, des soirées orchestrées par le DJ Gons autour du jazz et de la danse. Toujours au Taquin demain, Deli Zirzop, un sextet réuni autour de d'une chanteuse turque pour un répertoire axé sur les musiques pop tziganes, turques et bulgares. Et puis dimanche, on en parlait tout à l'heure, toujours au Taquin à partir de 17h, donc dans l'après-midi, le retour des Freddy Taquine, ces soirées organisées au Taquin par le collectif Freddy Moraison, avec pour cette reprise le groupe Sourdure plus quelques invités. Demain soir, du noise rock, même du kraut rock au programme du Rex, avec Hit Anita, et puis La Jungle à partir de 19h30. La Jungle, un groupe furieusement bruyant, bruitiste, enfin bon, faut aller voir. C'est au Rex demain avec un autre groupe belge, Hit Anita. Donc Hit Anita, La Jungle, demain soir au Rex à partir de 19h30. Et puis c'est à peu près tout pour les concerts de ce soir et un peu dans la semaine. Caramel Mousse est quasi fini. On va dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous rappelez simplement que cette émission est réécoutable dès le milieu de la semaine prochaine, puisque par la magie d'internet, Jérôme GRC mettra l'émission en ligne, et donc elle sera écoutable sur le site Caramel Mou Campus FM, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et nous on se retrouve la semaine prochaine avec le groupe Café con Leite. Je suppose qu'on va parler de Foro, mais également de festival, puisqu'ils mettent les dernières touches à un festival qu'ils organisent dans 15 jours. Salut les filles, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et bon rétablissement à notre technicien
technicien qui d'ordinaire est aux manettes de cette émission, Paul Benahim, qui était malade aujourd'hui, qui n'a pas pu nous rejoindre. Je signale simplement que vous pouvez le retrouver tous les mardis aux alentours de 21h pour son émission La Brèche. Et nous, on espère le retrouver la semaine prochaine. Merci en tout cas à Marc Lazaro d'avoir assuré ce soir l'intérim. Salut les filles, à la semaine prochaine. Caramel. Caramel.